depuis le début. Ne perturbons pas l'audience dans cette présence massive des avocats qui sont derrière nous. Je ne sais pas si c'est seulement pour paraître ou bien c'est pour le dernier mot d'ailleurs. Il peut me mettre seul. Pour le dernier mot. Mais pour le dernier mot. Oui. Bien. Même quand vous êtes assis, vous assistez. Bien, la parole, vous actez que la parole est donnée en dernier au prévenu. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci également aux distingués et honorables juges. Merci au procureur général de la Cour de cassation pour cette opportunité. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et vivants. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de soi après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché, j'étais libre et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ce dont le destin définit pas ne se voit pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs et de manière farouche qui m'avait valu pour la première fois de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien
du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que en 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça le discours le plus historique, l'histoire m'en quittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Pour sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est le président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès des Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Il a fait 27 ans en prison. Il sort de là, président de la République de l'Afrique du Sud. Et Monsieur le Président, vous verrez que c'est pratiquement au même âge, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, mais pas au ministère public. Parce que ça m'a déchiré. Parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été trahi. Mais un jour, je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais. Le ministère public sait que je suis incapable. Je suis très content parce qu'il est épinglé sa nièce qui a fini une année après moi à l'université. Je suis un homme, certes avec beaucoup de défauts, parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'essaie d'être correct, sincère et honnête. Pour preuve, je ne me suis pas contredit lors de différentes auditions. Que ce soit au niveau du parquet, que ce soit ici. Parce que je pense que quand on est gouvernant, on doit assumer ses actes. Et je voulais assumer tout ce que j'ai fait. Même si mes collaborateurs ont posé un acte, je suis responsable, j'assume en tant que responsable. Ce procès, Monsieur le Président, c'est donc me fait penser à un syllogisme simple. Le premier, l'on demande, l'on instruit le ministre d'État, ministre de la Justice, le garde des Sceaux, à construire une prison. Le ministre d'État, ministre de la Justice, s'active à construire cette prison. Et on conclut par la suite en disant que le ministre de la Justice a détourné les fonds destinés à la construction de la prison, alors que ces fonds sont logés en banque. Toutes les autorités ont été informées. Deuxième syllogisme qui résume ce procès, c'est le ministère public accuse le ministre de la Justice pour détournement des 19 millions qui se trouvent en banque. Or, ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds.
Mais dans la conclusion, le ministère public dit « Le ministre de la Justice a détourné 19 millions ». Je suis perdu face à ces syllogismes. Mais ce procès et ces syllogismes ne me surprennent pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas la première fois que le ministère public ait fait un réquisitoire contre moi. À peine 3 mois que j'étais nommé ministre de la Justice, le ministère public, le même PG Cassation, avait déjà fait un réquisitoire pour me faire arrêter. Mais il sait comment cela n'avait pas abouti. 3 mois à peine. Nous sommes au mois de septembre 2024. Je serais surpris de voir un réquisitoire du ministère public pour qu'on arrête le ministre Moutamba de la Justice. Pour quelle raison? Pour un rapport qui était concocté, dressé à mon insu par les 2 juges que nous avions récusés. Monsieur le Président, vous comprendrez que ça ne surprend pas. Parce que il y a eu des divergences de fond sur les réformes que nous devrions ensemble engager. Et on ne s'est pas mis d'accord. Est-ce pour autant que l'on puisse recourir à la justice pour pouvoir régler ces divergences? Je ne pense pas. C'est pourquoi je veux dire que ce procès qui m'a été imposé par le ministère public, c'est un procès, comme on dit en lingala, yanko. Tola kisaï, que bisonde toza makasi. Président, sur cette terre, avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement pour l'être toujours. Le temps a un pouvoir réparateur. Monsieur le Président, j'ai l'avantage d'être jugé par les hauts magistrats, les juges que je connais, que je côtoyais comme ministre de la Justice. Je connais pratiquement votre moralité. Mais c'est pourquoi, lorsque on a récomposé ce siège, nous ne nous sommes pas opposés. Parce que nous connaissons votre capacité à être indépendant. Notre combat ensemble a été et a toujours été d'éviter des interférences des politiques sur les judiciaires et de la hiérarchie sur les judiciaires. On a organisé des états généraux pour ça. Je suis heureux qu'il y ait des professeurs d'université qui m'ont aussi fréquenté parmi vous. Vous connaissez mon intégrité. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Je n'ai eu aucune intention d'en prendre. Mais on m'a obligé de démissionner de mes fonctions. Et je l'ai fait. On m'a poussé même à quitter le pays. J'ai refusé parce que je ne voulais pas ternir l'image de notre justice. Quitter le pays donnerait l'impression que notre justice est politisée. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré la maladie, malgré tout ce que j'ai connu par la suite, d'affronter. D'affronter votre haute sagesse. Que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, hauts magistrats, la plus haute instance judiciaire de notre pays,
à régler nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si j'ai gêné, ce n'était pas la justice. Il y a eu remaniement qui venait de se passer. On pouvait me faire partir par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir par devers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé. Tout le monde a parlé. Je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Monsieur la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que les réquisitoires du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour de votre intervention. Avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Ce membre, peut-être celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, mais nous avons dans le rang un professeur d'université, peut-être que c'est de lui qu'il s'agit, en tout cas ce n'est pas moi. Et donc c'est cette précision que nous voulons apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle avec les autres endroits. Bien, dernière question, vous avez des antécédents judiciaires? Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non. Jusqu'à une condamnation? Non. Vous dites que vous êtes marié? Oui. Père de 6 enfants? 5. 5 enfants? Oui. À part les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice pour ce pays, vous avez fait encore quoi? Avocat. Je suis d'abord député national. Ouais. Député national élu dans la circonscription de Lubao, province de Lomami. Et puis avocat et enseignant à l'UPC. Donc chef des travaux. Bien sûr, avec ces mots, la Cour déclare le débat clos, mais la cause en délibéré. Si on avait intervenu dans le délai de la loi, soit... Pardon? Nous sollicitons 48 heures pour déposer notre 72 heures de temps de compiler et déposer dans notre... Autorisé. Merci.
Maître Merlot. Attendez, on n'a pas envie. Maître Merlot. Monsieur Anthony, vous parlez de 72 heures, ça risque de tourner le dimanche. On dépose lundi. Comprenez que ce soir-là, notre délai pour le prononcer sera amputé de plus ou moins 5 jours. Il n'y a pas de problème. Nous déposons lundi les temps que nous sont coordonnés aussi. Il ne faut pas qu'on dépose 60-50 notes. On a besoin de déposer une seule note, mais bien faite. Nous sommes toujours dans la salle d'audience en fait, de la Cour de cassation. Nous sommes à la fin de cette 5e audience en fait. Et le prévenu Tamba vient de dire ses derniers mots devant la Cour. Et la Cour va prendre l'affaire en délibéré pour se prononcer. Alors, il y a le ministère public qui a requis 10 ans dans l'emprisonnement des travaux forcés contre un ancien ministre de la Justice. Sa décision, son arrêt va intervenir le 27 août. Faites diligence pour déposer tout ce que vous avez promis là, dans ce délai-là. Bien, plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est levée. Ouais. Donc voilà, c'est le 27 août que la Cour va devoir se prononcer. Va rendre son arrêt en fait pour condamner ou acquitter l'ancien ministre de la Justice. Alors, on est toujours à l'intérieur de la Cour de cassation. Alors nous sommes à quelques mètres de l'ancien ministre Constant Mutamba qui est là, entouré de ses avocats.
Ce qui vient de nous joindre, donc nous allons attendre l'arrêt de la Cour de cassation jusqu'au 27 août sur l'affaire de l'ancien ministre de la Justice Constant Tamba. Vous êtes en direct sur Mandela News. On est encore à l'intérieur ici de la cour. Apparemment, c'est une séance photo. Tout le monde veut se faire photographier, prendre une photo avec l'ancien ministre de la Justice. On va faire un petit mouvement. Voilà, on va bouger un tout petit peu. S'il vous plaît. Mais là, devant se bloquer là. Madame, avançons. Oui, nous avançons, nous avançons. Héros vivant. Héros vivant.
La patrie ou la mort. C'est ça l'homme d'État. Voilà, c'est par ici vraiment nous mettons terme à notre direct. Voilà, là c'est le départ de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mukanda. Alors rendez-vous en tout cas le 27, le 27 août pour savoir s'il sera condamné ou acquitté. D'après ses avocats, il n'y a aucune preuve tangible qui a été présentée lors de ces audiences, aucune preuve tangible. Ils ont essayé un peu de présenter, on dira, toutes sortes d'observations devant la cour, mais d'après la défense, aucune preuve n'a été présentée. Donc on est en quelque sorte dans les supputations, dans le doute sur tout ce qui s'est passé. Et là on va essayer quand même de prendre un avocat pour avoir un peu son avis sur le procès. Client Constant Mukanda, après 5 audiences, la Cour a pris l'affaire en délibéré. Quelles sont les impressions? Les impressions, c'est le débat qui était à quelque sorte de déclencheur de ce procès après 5 audiences. Un réquisitoire de la manière dont c'était une audience publique et les gens ont compris les insuffisances, les contradictions. Nous restons confiants à la Cour. Nous avons développé le moyen de montrer d'abord le non-fondement de toutes les allégations portées dans ce territoire. Et les plaidoiries ont été de manière démonstrative, détaillée et brillante. Nous espérons que ceci pourrait apporter la conviction de la Cour qui s'est dit réceptif et qui pourra se prononcer dans les délais légaux, que nous restons confiants en attendant que la Cour rende son avis. Tout s'est passé dans un climat où votre client a même reconnu qu'il y avait une sorte d'animosité entre les magistrats et sa personne. En tout cas, ce sont ces propos et les Congolais n'ignorent pas qu'il y en a eu de précédents avant le procès, ça se sentait, puisque aujourd'hui il suffit de voir un statut de téléphone, vous avez déjà l'image de chacun. Il suffit de suivre les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre les rapports qui existent entre X et Y, et tous les Congolais savent, inutile de les rappeler, mais au fond, il y a eu des tensions, puisque à 37 on doit se défendre. Les accusations portées contre vous doivent être aussi défendues. Et dans la défense, ça heurte, ça énerve, mais l'essentiel, ce n'est pas les tendances, les attitudes ou les échauffourées d'esprit et de ton qui arrivera pendant l'instruction des différentes audiences, mais les fonds, c'est notre atterrissage, où nous pensons que le juge qui ne tranche que selon son intime conviction pourrait faire de la sorte à dire que le droit, et c'est ça à quoi les Congolais attendent d'ici de ce procès. Au regard des faits, quelle est votre ultime conviction en tant qu'avocat de la défense? L'ultime conviction, ce n'est pas l'ultime conviction, je pourrais juste clôturer l'objet de nos plaidoiries. De conclusion, nous avons sollicité de la Cour un acquittement purement et simplement. Nous réitérons la même demande et je crois que la Cour a bien accepté. Est-ce que vous croyez vraiment réellement à la justice congolaise? Mais la justice congolaise, nous l'acceptons. Vous pensez que quand Jésus avait 12 disciples et qu'il y avait un certain Judas, il n'y avait pas Pierre. Si Judas était celui par qui Jésus a été banni et trahi, mais Pierre a été la pierre sur qui Jésus a bâti l'église. Pensez-vous que du milieu des magistrats congolais, il n'y a pas des hommes honnêtes? Il y en a plein. Des hommes honnêtes, consciencieux et plus de bonne moralité. Maître Joël, vous avez le sentiment, comme certains de vos confrères, qui estiment qu'il n'y a eu aucune preuve présentée, une preuve de détournement présentée lors de ce procès?
Bon, l'audience était publique. Les Congolais qui vous suivent à travers vos différentes chaînes et aussi ont leurs convictions. Si vous en connaissez une preuve, c'est à vous alors de poser la question de l'élément qui a été brandi. C'est bon. La presse a compris. Merci beaucoup. Mais entre-temps, le réquisitoire c'était des 10 ans, alors que vous en doutez 20. Quel est votre sentiment? La Cour n'est pas liée au réquisitoire. Ce n'est qu'un point de vue du ministère public. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'est par ici que nous allons mettre totalement un terme assez direct ici au niveau de la Cour de cassation. Merci d'avoir été de nôtre. Donc prochain rendez-vous éventuellement le 27 août avec nous. Nous espérons être là pour assurer aussi les directs à la fin de ce procès. Merci d'avoir été là, donc à très bientôt pour la suite.